Dans One Piece, il y a plus d'une centaine de mystères, ce serait impossible de tous les compter tellement il y en a. Mais parmi eux, certains n'auront peut-être jamais de réponse. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois, le mystère lui-même est mieux que la réponse. Et le fait que ça reste mystérieux laisse place à toutes les interprétations possibles. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mets un pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Le triangle de Florian, qui apparaît au chapitre 442. Cette espèce de grande ombre qu'on voit à Thriller Bark. Dans un immense brouillard, c'est ce qu'on appelle le triangle de Florian. Il faut savoir que ce mystère de One Piece fait référence à une légende qui existe, qui s'appelle le triangle des Bermudes. Une zone dans la mer où il y a des rumeurs comme quoi il y aurait eu des disparitions, des navires qui se sont échoués et des bateaux qui ont totalement disparu. Au fur et à mesure des recherches, ce sont des informations qui ont été erronées et il ne s'agit en fait que d'une légende. Mais on a bel et bien ce lien entre le triangle de Florian et le triangle des Bermudes où on a des navires qui disparaissent. On avait l'introduction de l'arc Thriller Bark, donc on était dans une ambiance un peu horreur. Et introduire la disparition de navires par le biais d'un mystérieux brouillard, c'était une bonne solution, montrant qu'il y aura toujours des mystères en mer et des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais est-ce qu'on va vraiment savoir qu'est-ce que c'était réellement? Est-ce que c'était Zunesha? Est-ce que c'est lié à une arme antique? Est-ce que c'est des créatures mythiques encore inconnues? Il y a plein de théories et le but de cette vidéo c'est pas du tout de théoriser. Mais tout ça pour dire qu'il est bel et bien possible que ce mystère reste mystérieux. C'est une zone très dangereuse, dans ce brouillard des navires peuvent disparaître. Et ça ajoute un côté un peu mystique, un côté mystérieux, un côté terrifiant à la mer qui est, je trouve, plutôt une bonne chose. Mais voilà, peut-être qu'on saura jamais ce que c'est, et pour ma part, personnellement, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. La cicatrice de Zoro après l'ellipse. On suppose que c'est lors de l'entraînement avec Mihawk, certes, étant donné qu'il est resté à cet endroit-là pendant ces 2 ans pour s'entraîner, mais on sait pas exactement d'où ça vient. Est-ce que c'est les singes présents sur l'île de Kuraigana? Est-ce que c'est Mihawk lui-même? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que, en fait, c'est une simple cicatrice causée lors d'un combat? Ou alors il s'agit d'une réelle technique pour s'entraîner, d'avoir un œil fermé pour éveiller ses sens? Je sais pas, un truc dans le genre. Ça pourrait expliquer pourquoi Rayleigh a une cicatrice similaire à l'œil. Mais voilà, est-ce qu'on aura réellement plus d'explications à ce sujet? Et en fait, plus précisément, est-ce que c'est réellement un mystère ou juste un changement au niveau du chara-design, au même titre que la barbe de Sanji après l'ellipse? C'est possible. Dans le chapitre 604, Luffy demande à Zoro ce qu'il a fait pendant les 2 ans, comme s'ils allaient discuter normalement et qu'il n'y a rien d'étrange ou spécial, et que Zoro allait juste parler de sa blessure pendant un combat quelconque. Honnêtement, je suis assez partagé pour celui-là, je préfère qu'on ne sache jamais, plutôt que d'un coup Zoro ouvre son œil, ça fasse un éveil démoniaque, il éveille un Sharingan venu de nulle part. Il a déjà des techniques démoniaques, et je vois pas forcément l'intérêt d'avoir un mystère sur cet œil fermé. Mais après pourquoi pas, peut-être qu'il y a réellement une raison pour laquelle il a cette cicatrice, et là ça pourrait être intéressant. Donc pour le coup, ce serait pas étonnant d'avoir des infos à ce sujet. Mais plutôt juste la manière dont c'est arrivé, comment c'est arrivé, et rien de plus concernant l'œil en lui-même. Le père de Luffy, Monkey D. Dragon, personnage extrêmement mystérieux, à la tête des révolutionnaires, mais qu'en est-il de la mère de Luffy? Quand est-ce qu'on va la voir? Est-elle encore vivante? A-t-elle un rôle important dans le monde de One Piece? Mais en fait, est-ce qu'on la verra dans l'œuvre? Eh bien je pense que non. Et c'est confirmé avec les propos d'Oda lorsque Mayumi Tanaka, la seiyuu de Luffy, lui a dit qu'elle était curieuse de connaître l'identité de la mère de Luffy. Et Oda a répondu qu'il n'était pas intéressé par le fait d'exploiter ce côté de l'héritage de Luffy. En effet, l'auteur a choisi volontairement de faire commencer le voyage de Luffy après avoir quitté sa maison, et son aventure, elle a commencé après qu'il ait quitté les bras de sa mère. Donc il veut raconter l'histoire de Luffy, et sa mère n'en fait pas partie. En gros, pour Oda, le terme aventure est opposé à maman. Et il voulait pas avoir des soucis maternels dans son histoire, une maman trop inquiète que son fils parte à l'aventure par exemple. Et c'est pareil pour les autres Mugiwara. Zoro n'a jamais parlé de sa mère, Belle-Mère, la mère adoptive de Nami, a été tuée par Arlong, la mère d'Usopp, de Sanji, de Brook et de Robin sont décédés, et ceux de Franky se sont lancés dans la piraterie mais on n'en sait pas plus. Et en partant de cette conclusion choisie délibérément par Oda, on peut également supposer qu'on découvrira jamais qui sont les parents biologiques de Nami et Franky. Donc voilà, pour la mère de Luffy, ça pourrait laisser libre cours à notre imagination, laissant le champ des possibles au niveau des interprétations. Et puis si on devait vraiment donner une maman à Luffy, on pourrait dire que c'est Dadan, celle qui s'est occupée de lui toute son enfance. Parmi tous les supernovas, on a pu en voir faire leur entrée dans le Nouveau Monde, et pour certains, tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout d'abord, le navire de Beiji qui s'est fait aspirer par une immense île flottant dans le ciel, ensuite U-Rouge qui arrive sur une île avec de la foudre en permanence, et une grand-mère qui est terrifiante, il faut le dire.
qui est sur un petit bateau et qui leur demande s'ils ont besoin d'un parapluie, ou encore Apu et son équipage qui se font poursuivre par une meute de sangliers et qui ont comme seule solution de sauter de la falaise. Mais soudain, ils se mettent à courir dans les airs sans réelle explication. Alors il est indéniable que ces îles sont très mystérieuses et on aimerait en savoir plus. Ça ajouterait encore plus de diversité dans l'immense univers de One Piece et le monde qui est déjà très vaste et très développé, mais je pense qu'on n'aura jamais de réponse à ce sujet, tout simplement car on les a revus plus tard sans que cet événement ne semble avoir eu d'impact sur eux. Par exemple BJ qu'on a revu sur Whole Cake Island avec son équipage, et il n'est pas revenu sur ce détail. Donc ce sont des mystères, c'est évident, on aimerait savoir qui est cette grand-mère qui a proposé un parapluie, mais il est possible qu'on ne le sache jamais. Et c'était juste pour montrer que les supernovas entrent dans le nouveau monde, et pendant que les Mugiwara font leurs choses de leur côté, le monde avance également. Et qu'absolument tout peut arriver, et que les îles sont plus étranges les unes que les autres. Au niveau des îles mystérieuses, on pourrait aussi parler d'Enies Lobby, qui est appelée l'île qui ne dort jamais. Il ne fait jamais nuit, et il pleut jamais. On saura jamais réellement pourquoi, je pense, et il semble qu'il ne s'agisse que d'un curieux phénomène météorologique. Mais au niveau du mystère lui-même, on n'aura pas forcément plus d'explications. Le pont de Tequila Wolf est en construction depuis 700 ans. Peut-être que c'est lié au siècle oublié, il est encore aujourd'hui en construction par des esclaves du monde entier. Le but serait de lier les îles du monde entier et on sait pas encore pourquoi. Ça fait partie des grands mystères de One Piece que l'on a tendance à oublier, et pour être honnête, je serais pas déçu si on découvre pas la réelle raison de pourquoi il est en construction, qui a décidé de le construire, quand exactement, et pourquoi c'est toujours en projet. On pourra faire des interprétations logiques et cohérentes quand on en apprendra plus sur le monde, sur le gouvernement mondial, sur les nobles et sur le siècle oublié. Mais peut-être que sur le pont en lui-même, on restera dans des interprétations et on pourra faire des connexions. Et si c'est le cas, si on n'en apprend pas plus, le pont ne sert pas à rien. Il aura quand même servi à montrer la durée inimaginable d'un projet comme celui-ci, un projet impossible mais que les esclaves sont obligés de faire car trop impuissants par rapport à se placer en haut de la hiérarchie, et symbolisant toute la cruauté du gouvernement mondial depuis plusieurs centaines d'années. Tout cela faisant référence aux camps de concentration où des prisonniers étaient forcés de travailler à longueur de journée, dans des conditions atroces, et ça, jusqu'à leur mort. Des actions qui sont dénoncées et ce sont clairement pas les seules dans le monde de One Piece. Donc voilà, il est bel et bien possible que le pont en lui-même en ait pas forcément plus d'informations dessus, mais tout ce qui l'entoure, le siècle oublié, le gouvernement mondial, on en est, et ainsi on puisse faire des connexions. Et voilà pour cette vidéo sur les mystères dont on n'aura peut-être jamais de réponse dans One Piece. Est-ce que pour vous il y a d'autres mystères qui n'auront pas de réponse, potentiellement? Ou alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez absolument une réponse à tous les mystères, dites-le moi dans les commentaires. Mettez un pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!